Bien, nous en étions au rêve d'Ousmane Bokhari. 3 hommes savent maintenant que Dieu a désigné Ahmadou Boubou comme devant être le fondateur de l'empire Peul du Massina. Ahmadou ne met certainement pas en doute son destin. Il va prêcher l'union des Peuls autour du drapeau de l'islam et la lutte contre l'idolâtrie. Les marabouts de Dienné commencent à s'inquiéter. Ils ordonnent à Ahmadou Boubou de quitter Raoundé Sirou. Ahmadou, qui ne se sent pas encore prêt, demande prudemment un délai. Et il profite de ce délai pour transformer son école coranique en école de partisans. On fabrique même des armes. Et là, encore un miracle, l'un des piquets enfoncés dans le sol par Ahmadou Boubou pour soutenir la toiture de l'atelier d'armes, l'un de ces piquets va s'enraciner et devenir l'arbre que vous voyez aujourd'hui. C'était évidemment un signe de Dieu. Mais ce signe de Dieu, c'était aussi l'autorisation d'appliquer ces réformes militairement. Évidemment, nous, actuellement, nous ne pouvons pas l'affirmer, mais c'est une preuve qu'il est autorisé quand même à être réformateur. Oui, mais y compris en utilisant... Mais oui, les réformateurs ne vont pas les armes si la conviction ne va pas. S'ils n'arrivent pas à convaincre les gens, eh bien, là, automatiquement, l'arme est prise. On peut deviner l'ardeur qui devait animer les élèves d'Ahmadou Boubou, appelés à ce grand destin. Ahmadou Boubou entrevoit sans doute à ce moment-là, comme un avenir merveilleux mais possible, l'existence d'un pays où tout, la vie et la pensée, seraient en accord avec la loi coranique. Ce serait la dina, la religion faite loi. Déjà, ses ennemis s'organisent. Les petits princes païens, les ardos, s'allient aux bambaras fétichistes pour châtier le trublion. Mais rien encore ne se passe. C'est une histoire de couverture volée par un ardo à un talibé, un élève d'Ahmadou, qui va tout déclencher. L'homme que vous avez vu entrer dans la mosquée et prier est le descendant direct d'Ahmadou Boubou, le futur Cheikh Ahmadou. Cette histoire de couverture joue le rôle d'étincelle. On dit toujours qu'il n'y a pas un petit feu, mais il y a un manque de combustible. Et comme il n'y a pas une petite bagarre, ça peut toujours dégénérer en des guerres meurtrières. Et Cheikh Ahmadou, au fond de lui-même, ce n'est pas la dina qu'il voulait créer. Parce qu'il était trop honnête pour se croire qu'il était quelque chose. Mais il voulait surtout affranchir le peuple de la domination des Sonrai d'un côté et des Bambara de l'autre côté. Sékou Bella Keïta a 82 ans. Il est le descendant d'un des partisans de Sékou Ahmadou. Et aujourd'hui, c'est un traditionnaliste. C'est d'ailleurs à lui que Ahmadou Hampâté s'est adressé pour recueillir une partie des informations dans le Massina. Baba, nous voudrions que tu nous parles de ce qui s'est passé entre les Bambara et les Peuls avant la Dina. Avant la Dina, le pays appartenait aux Bambara. Il avait des agents qui prélevaient l'impôt. Il se payait aussi en rasiant les troupeaux, en enlevant des enfants et des esclaves. Cheikh Ahmadou n'acceptait pas cela. Et Dieu exauce toujours ses vœux. C'est ainsi qu'un jour de foire, Cheikh Ahmadou envoie un de ses élèves, un talibé, demander de l'aumône au marché de Simaï. Un ardo prince païen lui arracha de force sa couverture. L'élève est retourné à Raoundé Sirou pour aller rendre compte à Cheikh Ahmadou. Alors Cheikh Ahmadou n'a pas pu encaisser ça. Il n'y a aucune espèce d'idée de religion, c'est seulement la fierté Peul, parce que le Peul est orgueilleux, très orgueilleux. Alors,
il se sentait blessé, comme le fils d'Ardo Amadou se permet de traiter comme ça son élève. Cheikh Amadou lui dit, retourne au marché, demande à ce prince païen de te rendre la couverture au nom de Dieu et de son prophète. Le prince répond à l'élève, je ne mange pas ce que j'ai vomi. Alors l'élève saisit sa lance, pousse son cri et transperce le prince. Cheikh Amadou s'enferme à Noukouma. Le père du prince fait appel aux Bambara qui, avec 2 armées, viennent assiéger Noukouma. Et ce sera la formidable bataille de Noukouma. Les fétichistes de Ségou et tous les païens ont levé une armée de 100 000 hommes. Amadou Boubou ne dispose que de 1000 hommes, 960 fantassins et 40 cavaliers. Il s'interroge. A-t-il le droit de faire la guerre, lui, marabout? Il aimerait bien avoir l'avis d'un imam, mais le temps presse, et avant d'avoir reçu la réponse, il applique la règle. La légitime défense justifie la guerre sainte. Et Dieu protégea en effet les 1000 hommes d'Amadou Boubou. Une méprise fit le reste. Tous les peuls de la région avaient dirigé leurs bœufs vers Amadou Boubou. La poussière que soulevaient les bêtes en marchant était telle que les Bambara crurent voir venir une armée. Ils tirèrent et crièrent. Alors les bœufs chargèrent et la déroute commença pour les Bambara. La légende dit que Dieu fit tomber des milliers de têtes de bœuf pour en corner les fétichistes. Avant la bataille de Noukouma, pourquoi est-ce que Cheikh Amadou a choisi 3 groupes de 313 hommes? De 313 hommes, c'est-à-dire que c'est pour imiter les prophètes. À la première bataille musulmane de Badr, le prophète est parti avec 313 hommes. Alors Cheikh Amadou a préféré diviser son monde en 3. Comme il avait 1000 personnes, il les a divisés en 313. C'est une sorte de... Je ne sais pas, est-ce que je peux appeler ça votif? C'est une manière d'invoquer la puissance du nombre 313. Parce que la science du nombre est très forte dans la tradition soufie. Puisque Dieu a juré par le nombre, alors on dit donc pour que Dieu ait juré par le nombre, il faut que le nombre possède une puissance. Alors Dieu a dit wal fajri wal layalin ashrin wal shafi wal watr. Je jure par la lumière du jour, je jure par le nombre pair et je jure par le nombre impair. D'accord. Pourquoi, par exemple, faut-il donner 123 boulettes au maximum à un cheval pour le nourrir et jamais 124? 123, parce que 123 est considéré dans les 9 nombres sont divisés en 3. Il y a le supérieur qui est 123, le médian qui est 456 et l'inférieur qui est 789. Et il se trouve que 123, c'est le nombre des lettres du pater musulman, la Fatiha, la première sourate. J'ai pas bien entendu, là. C'est 123. Le pater musulman, la Fatiha, qui est la base de toutes les prières, est composé de 123 lettres. Ah, d'accord. Alors donc, c'est toujours en rapport avec, disons, la science des nombres, ou bien si vous voulez la magie des nombres. Et alors si vous prenez les éléments isolés de 1, 2, 3, 1 donne 11, 2 donne 22, 3 donne 33, ça fait 66, c'est la valeur du nom de Allah. Nous en étions à la victoire de Noukouma. Vainqueur et vainqueur approuvé par le cheikh Ousmane Dan Fodia, Amadou Boubou portera désormais le titre religieux de Cheikh Amadou. Il lui reste maintenant à bâtir son empire, c'est-à-dire à donner une réalité physique, matérielle à sa volonté spirituelle. Une
choisit le lieu où sera élevée la ville qu'il appellera Hamdallah, ce qui signifie louange à Dieu. Il place la ville en dehors de la zone inondée, à quelques kilomètres de Mopti. C'est tout ce qui reste aujourd'hui de cette ville, qui, divisée en 18 quartiers, comptera 100 000 habitants. Au commencement, Sékou Amadou réunit une centaine de marabouts et leur dit « Il faut que tous ensemble nous donnions au pays une organisation solide qui puisse assurer à tous une vie économique et sociale meilleure. » Et il leur demanda de rédiger des projets. Les auteurs des 40 meilleurs projets, il en fit les 40 membres du Grand Conseil, leur donnant le pouvoir absolu, à condition que leurs décisions soient en accord avec les lois de l'islam. 2 conseillers ne quittaient jamais Sékou Amadou pendant la journée. Ils tenaient à vivre devant témoins. Il fit venir de Dienné des maçons pour construire la mosquée. Elle ne comportait ni minaret ni ornement. La concession de Sékou Amadou, son domicile, était entourée d'un petit mur d'enceinte. C'est ici qu'il est enterré. Tel, oui, tel est le tombeau de cet homme mystique et sage qui tenta d'établir une cité idéale dans un empire idéal en concordance avec le Coran. C'est pourquoi vous avez parlé de démocratie tout à l'heure. La démocratie, oui, c'est une sorte de démocratie à la manière de Mohammed. C'est restrictif par rapport à la démocratie, ça? Je ne sais pas, en tout cas, c'est-à-dire que c'est la djema qui commande. C'est l'ensemble des marabouts. C'est pas une démocratie parce que la Diana n'est pas élue. Nous employons le terme français sans savoir exactement. C'est pourquoi nourrir maître. Non, mais il me semble, hein, c'est pas tout à fait une démocratie parce que le pouvoir est exercé par les sages. Oui, le pouvoir était. Mais on consulte le peuple. Par exemple, pour faire la loi, il y a eu même les palefréniers ont été consultés. Comment ils veulent être, comment ils pensent qu'il faudrait réglementer le ramassage de bois morts et des herbes. Les pêcheurs ont été consultés, les agriculteurs. Il y a eu des commissions. Ça a duré près de 2 ans avant que Sékou Amadou ne fonde tout ça et ne le mette en conformité avec l'islam. Mais la loi est venue de la base. Elle n'est pas venue de là-haut. À Sévaré, près de Mopti, nous sommes allés voir l'imam, celui qui à la mosquée préside la prière. L'imam de Sévaré s'appelle Amadou Modibo. Il descend d'un conseiller de Sékou Amadou. Amadou Hampâté-Bâ a interrogé et écouté son père longuement. Toute sa famille a voulu être présente devant la caméra. L'imam de Sévaré possède une grande quantité de manuscrits, des transcriptions de livres écrits en arabe du temps de Sékou Amadou. Pour l'imam de Sévaré, Sékou Amadou est le type même de l'homme idéal, parfait. Sékou Amadou, vraiment, il est modeste. C'est un type qui ne mange pas trop, tu vois, il n'a pas trop de... il ne se porte pas supérieur à tout le monde. De telle sorte que vraiment, c'est un type de bon caractère que tout le monde reconnaît. Même ses ennemis reconnaissent vraiment que c'est un type véridique. C'est pour ça que, parce que lui est juste, les lois de l'Empire sont des lois justes, pensez-vous? C'est ça. Parce qu'il est juste, il veut que tout le monde soit comme lui. Hampâté-Bâ cite dans son livre beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de lois sur la justice, par exemple. C'est Sékou Amadou, tout est contrôlé. On les appelle un peu les Moutassib, ils sont des policiers, quoi. D'accord. C'est la police qui contrôle tout. Alors, tout est contrôlé. Le commerce, la vente, tout. La circulation, tout est contrôlé. Alors justement, est-ce que c'est pas un peu trop contrôlé? Est-ce que c'était pas une ville où finalement il y avait un régime policier pesant pour l'habitant? Oui, il y avait un régime policier concernant l'islam.
Parce que tout le monde était obligé vraiment d'adorer l'islam et de faire correctement comme on doit le faire. La prière, écrite en patéba, est la marque de l'état de musulman. Et bien que chaque fidèle puisse valablement la faire seul à son domicile, Sékou Amadou exigeait que ces hommes prient en commun à la mosquée. Son cousin, El Hadj, était obèse. Il arrivait toujours en retard à la mosquée. Sékou Amadou le releva de son commandement. L'obèse promit d'être exact. Alors Sékou Amadou le nomma muezzin. Aussi l'obèse dut-il être en avance pour ouvrir l'appel à la prière. Dans le même esprit, il obligea les marabouts à habiter loin de la mosquée pour que, en y allant, ils incitent le plus de fidèles possible à les suivre. Par ailleurs, Sékou Amadou ouvrit à Hamdalaye 600 écoles coraniques. La journée même, pour les adultes, comportait un emploi du temps. De la prière du matin jusqu'au déjeuner, on devait se consacrer à Dieu. Ensuite, jusqu'à la prière de Zohr, l'homme devait rester près de son épouse. De la prière de Zohr jusqu'au dîner, l'homme devait se consacrer à sa famille. Après le dîner, l'homme était libre, jusqu'à la dernière prière, bien entendu. Toute la vie était comme la journée, organisée. Il y a d'autres lois, il y en a un peu sur tout, sur l'hygiène à l'intérieur de la ville. Est-ce que vous connaissez? L'hygiène, la propreté est vraiment recommandée à tout le monde. La propreté des maisons ainsi que la propreté des vêtements, la propreté de soi-même. Soit disant que même chaque fois à la prière, on est obligé de faire les toilettes. On est obligé, la propreté est recommandée partout. Dans tout l'Empire, l'hygiène et la propreté étaient réglementées. Il était interdit d'uriner dans les rues. Les vêtements ne devaient pas être en contact avec les souillures du sol. On coupait ceux qui descendaient au-dessous de la cheville. Tout récipient léché par un chien était lavé 7 fois. Et les chiens n'étaient pas tolérés dans la ville. Il était interdit de maltraiter un cheval ou un âne. Sinon, l'animal était saisi, vendu, mais son prix était versé au propriétaire de la bête. 1 heure après la prière du soir, les personnes rencontrées en ville devaient décliner leur identité. Et si elles étaient mariées, devaient justifier leur sortie devant le tribunal. Les cavaliers ne devaient pas traverser la ville à cheval. Du haut de leur monture, ils auraient pu apercevoir les femmes par-dessus les murs. S'ils risquaient un œil, ils le perdaient. Une femme noble n'était jamais fouettée. Si elle avait commis un délit, on battait le toit de sa maison.
Mais si son mari rentrait chez lui sans avoir prévenu, une femme noble pouvait porter plainte contre lui, pour manque de confiance injurieux. Au pays du Massina, Cheikh Ahmadou interdit qu'on fasse du tort à autrui, qu'on s'écarte des lois de l'islam. Si quelqu'un s'en écarte, si on doit le frapper, on le frappe. Si on doit l'enfermer, on l'enferme. Si on doit le tuer, qu'on le tue. Quels sont les délits pour lesquels on tuait les gens? Si tu bois de l'alcool, si tu calomnies, si tu commets l'adultère, dans ces cas-là, si tu es un jeune, c'est la bastonnade, mais si tu es adulte, on te tue. La vie au marché était réglée, elle aussi. Les marchandes de lait devaient couvrir leurs récipients. La calebasse utilisée pour servir le lait devait être lavée après chaque mesure. Le prix des denrées était fixé par le Grand Conseil qui, par ailleurs, avait unifié toutes les mesures sur le territoire de la Dina. Pour définir l'un des étalons, le Grand Conseil avait choisi un homme de taille moyenne et mesurait la distance comprise entre le creux de l'aisselle et l'extrémité du majeur. L'or était pesé à l'aide de grains d'acacia ou de tamarinier. On veillait à ce que les mesures et les prix soient respectés. Il arrivait aussi que des commerçants ne fussent pas des commerçants. Ils pouvaient être des espions déguisés en commerçants. Ils se promenaient dans les foires, pas à Amdalaï naturellement, mais ailleurs, chez les autres. Enfin, et j'allais dire surtout, Sékou Amadou réglementa la transhumance des troupeaux en temps et en lieu. L'importance des troupeaux rendait leur déplacement délicat. Les agriculteurs n'ont jamais vu d'un bon œil l'arrivée de milliers de bœufs sur leur terrain. Il y avait encore un autre péril à conjurer. Les razzias que les Bambaras se faisaient un plaisir de tenter. Sékou Amadou édicta les trajets, les jours de départ, les haltes et la destination finale. Le tout accompagné de soldats. Il a fait la loi. Chaque agriculteur devait un impôt sur sa récolte. De Tombouctou à Djenné. Seule la région de Sebra ne payait pas, parce que la religion est partie de là. Est-ce à cause des Bambara qu'on a tracé ces passages? Non, pas à cause des Bambara. À cause de tous les agriculteurs et de tous les éleveurs. Pour que pendant l'hivernage, ils évitent de s'insulter et de se battre, et que chacun reste sur son territoire. Voilà pourquoi Sékou Amadou l'a fait. Même les Bambara ont accepté ces passages, aussi bien ceux qui prient que ceux qui ne prient pas. Tous étaient d'accord sur cette réglementation. Quand l'empire de Sékou Amadou s'écroula, le chef de couleur qui l'avait vaincu trouva si parfaite la réglementation de la transhumance qu'il la conserva. Quand on lui a montré la loi, il a dit, mais quand on détruit ça, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Il dit, alors non, la loi reste intacte. Ensuite sont venus les Français. Ils ont vaincu les tout-couleurs en 1893 et naturellement, ils ont examiné la réglementation de la transhumance faite autrefois par Sékou Amadou. Alors, le commandant militaire a dit, mais
Ça, je ne trouve pas de mieux. Et c'est resté, ça n'a été détruit qu'avec notre indépendance. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce qu'on a voulu se moderniser. Et on trouvait que c'est dépassé. Et on a gardé... On n'a pas gardé, mais non, tout est... Non, mais je veux dire, ce qui a été détruit à ce moment, ce qui a été aboli à ce moment-là est resté aboli, on n'est pas revenu en arrière. Non, on a fait les répartitions des prairies, les répartitions des pêcheries, de tout ça c'est fini. On a dit il faut que ce soit une loi. On a voulu copier le socialisme, voilà. Lequel? Le socialisme de l'Est. C'est-à-dire durant tout le temps de Modibo Keïta. C'est dommage. Absolument dommage. Et vraiment c'est dommage. Ça a fait une... Je ne sais pas comment qualifier ça. Et nous avons abdiqué notre personnalité, nos coutumes, nos traditions, ce qui faisait la paix, et nous avons amené je ne sais quoi, c'est-à-dire que, disons que le socialisme nous a amené d'étoffes, nous a amené des vêtements confectionnés, mais pas à notre mesure, si bien qu'eux, ils ont perdu l'étoffe et nous ne sommes pas habillés. Ce mécontentement d'Amadou Hampâté-Bâ risque, et c'est tant mieux, de bientôt disparaître. Il semble que le gouvernement actuel du Mali ait décidé de tenir compte du passé quand il avait fait ses preuves. Sékou Bella vient de nous parler de la législation en matière de transhumance. Et il est fait autorité dans ce domaine puisque en ce moment où pour réorganiser l'élevage au Mali, les autorités administratives essayent de retrouver l'organisation de la DINA et à Djenné, c'est à lui qu'on s'est adressé pour retrouver les anciens tracés de l'époque de la DINA. Je viens d'évoquer la chute de l'empire de Sékou Amadou, qui mourut en 1845 après un règne de 27 ans. Il y eut pendant ces 27 ans beaucoup d'affrontements et pas mal de trahisons, mais Sékou Amadou dut mourir satisfait de son œuvre. On improvisa en ce jour de deuil un certain nombre d'élégies. En voici deux. Il est mort Amadou qui, lorsqu'on lui demanda « Ton ennemi peut-il espérer le salut ?», répondit « Ne pas s'accorder avec moi n'entraîne pas la damnation. Je suis humain, faillible, pétri de défauts, tissé d'imperfections, plein d'iniquités. Le salut est à la discrétion de Dieu. » Et voici la deuxième élégie qui justifie ces images. Le protecteur des troupeaux est mort. Chaque vache, en vêlant, se demandera maintenant à qui confier mon petit, puisqu'Amadou le Grand est mort. Son fils lui succéda, puis, 8 ans après, mourut. Et la dynastie de Sékou Amadou fut écartée du pouvoir. Mais pas de la mémoire des Peuls qui sont restés attachés à leurs troupeaux, au point qu'Hampâté-Bâ dit qu'ils sont bolâtres. N'oublions pas qu'avant Sékou Amadou, les Peuls étaient nomades, ils suivaient leurs troupeaux. Le Grand Conseil obligea chaque famille, au sens large, il y en avait plusieurs centaines, à bâtir un village sur leurs terres et à y vivre. Si elles n'obéissaient pas à ces ordres, ces familles perdaient leurs droits sur les points d'eau qui leur appartenaient. Réussir à bâtir un empire, à organiser une société jusque dans les moindres détails, à partir d'une population nomade à l'origine, cela tient du miracle. Un miracle lié à l'islam et au charisme de Sékou Amadou. Baba, nous savons que tu as des ouvrages de l'époque de la Dina. Oui. Montre-les-nous.
Maintenant qu'on a croisé quelques garants de cette histoire, on peut se poser la question, qui peut témoigner de ce temps-là qu'on vient de vous raconter? Des ruines, il y en a peu. Des monuments, il n'y en a pas. Certes, quelques marabouts, quelques descendants du Grand Conseil ont chez eux des manuscrits datant de cette époque. Ceci est un ouvrage de l'époque de la Dina. C'est Cheikh Amadou qui l'a écrit. Ça, c'est quel ouvrage? Ça, c'est Jalal d'Abdoulaye Saoudi. وكذلك المؤتمر الذي طاف على غير وضوء. Il explique que c'était un ouvrage qui a été écrit par Sékou Amadou en personne. Et là, ça montre l'importance de l'écrit dans la Dina, parce qu'on utilisait beaucoup l'écrit, ce qui n'était pas du tout dans les habitudes de la région. C'est-à-dire que l'existence de ces écrits et la force du livre, disons, a permis à Sékou Amadou d'asseoir son pouvoir. Oui, et souvent, et comme au départ ce n'était pas dans les traditions, il ne disposait pas de ces livres sur place et il était obligé d'aller les chercher très loin, comme dans le Haoussa. Mais ces manuscrits sont des copies, des transcriptions de textes contemporains de Sékou Amadou, ou éventuellement copiés par Sékou Amadou, mais ils ne renseignent pas plus sur l'empire de Sékou Amadou que les textes de Saint-Augustin copiés par les jansénistes au XVIIe siècle ne renseignent sur ce qu'étaient les jansénistes à cette époque. Alors, qui témoigne? Les arbres, évidemment, et la mémoire, c'est-à-dire finalement la parole. Amadou en Patéba ne croit pas ce que lui dit n'importe qui. Mais si un traditionnaliste lui parle, il le croit. Parce que pour un traditionnaliste, la parole qui vient de Dieu est sacrée. Donc mettons-nous bien ceci dans la tête. Pour en Patéba, il y a des gens qui ne mentent jamais. Il suffit donc de les trouver et de les distinguer des autres. C'est cette certitude qui sous-tend son travail. Il a interrogé des gens pendant 18 ans tout de même. Vous allez donc dans cette dernière partie entendre 4 personnes vous parler de la parole. Amadou en Patéba d'abord, puis un forgeron, un bambara, puis un tisserand, un peul. Mais le forgeron et le tisserand ne diront rien. Ils forgeront et ils tisseront. Et Amadou en Patéba vous dira que forger ou tisser, c'est la même chose que parler. Enfin, une 4e personne, c'est le griot. Si le griot est un traditionnaliste, pour les raisons déjà citées, il faut le croire. S'il n'est pas un traditionnaliste, ça peut être un flatteur, il ne faut pas le croire, vous choisirez. C'est par lui que nous commençons. Ce griot récite la généalogie du chef de village de Diafarabé, El Hadj Demba Diallo. Il y a plusieurs sortes de griots, je voudrais vous dire. Plusieurs sortes de griots, mais j'ai toujours interrogé le griot traditionnaliste, c'est-à-dire des griots généalogistes qui sont alors les historiens. Parce qu'il y a à côté d'eux des musiciens qui, eux, viennent seulement jouer quand les griots généalogistes traditionnalistes racontent les événements. Ce sont des accompagnateurs.
avez écouté, interrogé des griots qui vous ont permis de reconstituer pratiquement la généalogie de tout le Massina? Ah, pas de tout le Massina, mais de beaucoup de généalogies. Alors voilà, un modèle de généalogie. C'est un seul griot qui vous a récité ça? Oui, c'est pas un griot, c'est une famille. Ça, c'est une famille. Oui, oui, c'est un généalogiste de famille qui m'a répété ça. Et il y en a qui l'ont écrit en arabe, il y en a qui l'ont comme ça de mémoire. Donc ça, c'était pas écrit, c'était écrit dans sa tête simplement. Oui, mais c'était écrit dans sa tête. Et il le récitait sous une forme traditionnelle? Exactement, comment ça se passe? Comme si je récitais ma Fatiha, je ne me trompe pas. Par exemple, si par exemple pour El Hadj Omar on dit Umar Saïdou Antoumana Koumu Koudejo Sadiga Sangre Bodewal Ubukun Yasin Yaba Dede Mani Endibi Hellere Bouitoring. Voilà comment El Hadj Omar se rattache au Peul. C'est-à-dire c'est un chapelet. Hein. C'est un chapelet comme ça. Alors ils prennent un tel, fils d'un 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 tel. Alors ils reprennent. Un tel a été tué à la bataille de tel endroit. Il est enterré à tel endroit ou bien il a servi de repas au vautour. C'est-à-dire on n'a pas eu le temps de l'enterrer. Alors c'est encore une gloire. Il a servi de repas au vautour. La parole est sacrée parce que Dieu a créé avec la parole. On dit que Dieu est un forgeron, mais dont l'outil est la parole. Il crée. Et alors, en Peul, Hala vient de Halde, donner la force. On veut donc la puissance de la création. La force créatrice se trouve dans la parole. Alors c'est pourquoi la parole en Afrique valait plus que n'importe quoi. Un homme préférait sa parole à sa vie. Et c'est pourquoi on dit, si ce que je dis n'est pas vrai, ne crois plus en moi. Et ne me considère plus comme un homme. Dans l'ancienne Afrique, je ne parle pas de l'Afrique modifiée, je parle de l'Afrique de base, de l'Afrique traditionnelle. On ne viole jamais la parole donnée. Ça valait mieux que... On dit, donne-moi ta parole. S'il la donne, c'est terminé. Ça vaut pour le fils, pour les héritiers, pour les petits-fils. Mais il y a une différence entre la parole que l'on donne, la parole d'honneur en quelque sorte, et puis la parole que l'on dit. Si quelqu'un, par tradition, sait quelque chose, et s'il le dit, c'est donc que c'est vrai, c'est à force d'histoire, c'est à force de vérité. Donc on ne peut pas mentir. Alors. On ne peut pas mentir. Oh non, non, les traditionalistes ne mentent pas. Je vais vous raconter peut-être l'anecdote est un peu longue, mais elle vous donnera l'idée de la parole. Chaque année, alors les Dogons du Sud avaient l'habitude d'immoler un homme à leur fétiche, à leur dieu. De préférence, ils préfèrent un Européen. Hein? Un Européen. Oui, oui. S'ils ne trouvent pas un Européen, un homme blanc, alors maintenant qu'il soit arabe, qu'il soit... Alors quand ils ne trouvent pas du tout un homme blanc, ils cherchent un Peul qui est la sauve-souris entre les blancs et les noirs. Alors s'ils ne trouvent pas un Peul, c'est le premier fils du sacrificateur. Alors cette année-là, ils n'ont pas trouvé de victime. Mais par malheur, une femme Peul est arrivée le soir même à la dernière foire. Or, le lendemain, c'est le sacrifice. Elle a amené là son lait.
Et or, elle est liée par parole à amitié avec une famille Dogon. Dès qu'elle a posé sa calebasse de lait, sa camarade lui dit, mais tu es folle. Tu ne sais pas que demain c'est le sacrifice et qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. Elle dit non. Mais alors comment je vais faire? Je lui dis, va tout de suite. Dis au sacrificateur que tu viens avec ta parole et tu lui demandes sa parole. Tu te confies à lui, tu te mets entre sa chair et son sang. Le sacrificateur accepte de la cacher. Mais des gens du village lui demandent s'il n'a pas vu une femme peule. Le sacrificateur est déchiré. Il a promis à la femme peule de la protéger, mais il n'a pas le droit de mentir. Il ment quand même. Il dit, elle n'est pas là. Alors les gens du village cherchent la femme peule et la trouvent. Ils disent au sacrificateur, c'est nous qui l'avons trouvée. Nous viendrons la chercher demain matin. Alors le sacrificateur les laisse partir, puis il dit à la femme peule, demain, quand ils viendront te chercher, tu les suivras. Et au moment du sacrifice, au dernier moment, tu pousseras le cri du veau. Le lendemain, sur le lieu même du sacrifice, au dernier moment, elle obéit. Elle pousse le cri du veau. Au moment de déposer la calebasse par terre, elle dit « Mon, mon, mon ». Immédiatement, tous les Dogons ont fui vers le sud en se secouant les oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas entendre les cris du veau. Non, parce que si, à l'heure où on fait le sacrifice, le jour où on fait le sacrifice à l'air, si on entend le cri du veau, c'est le malheur. Ils n'entendent pas le cri du veau. Alors donc, ça veut dire que c'est le sacrilège. Alors, il faudrait qu'ils aillent se baigner à une mare qui se trouve à 12 km du lieu pour revenir. Alors, pendant ce temps-là, la femme a fui pour aller vers le baobab. Il a trouvé là le sacrificateur qu'il a pris en croupe et qui a foncé sur Bandiagra. Alors, arrivé à 7 km de Bandiagra, il a descendu la femme et lui dit, voilà, si jamais que tu racontes cet événement à qui que ce soit, où que tu sois, nous te trouverons et te tuerons. Alors, il est retourné, arrivé, il a passé le couteau à son fils. Il a dit qu'il n'est plus digne de sacrifier parce qu'il n'a pas la parole. Parce qu'il avait menti. Hein. Parce qu'il avait menti, il avait perdu la parole. Nous allons allumer le feu au début. Autrefois, le forgeron parlait ce qu'il faisait. Sa parole et son action étaient réciproques. De la tradition, ce forgeron a gardé le rythme. La parole est divinement exacte. Il convient d'être exact avec elle. La langue qui fausse la parole vicie le sang de celui qui ment. Alors je reprends la première phrase. La parole est divinement exacte. C'est-à-dire que la parole elle-même est connaissance. Il n'y a pas de... La connaissance est dans la parole. La connaissance est dans la parole. Parce que la parole est mère de la connaissance. Par conséquent, la tradition orale donne la connaissance de tout, toutes les connaissances. Par la parole. Est-ce on peut imaginer qu'un homme sache tout? Ah non, pas tout. Si c'est un forgeron, il saura ce qui concerne la forge, les hauts fourneaux, l'extraction des minéraux et aussi des fois la terre. Ici, le rythme d'une femme qui bat le linge au bord du marigot. Le lavage des femmes forgeronnes au bord. La minute, Alors si le cordonnier parlera de qualité des peaux d'animaux et aussi comment il faudrait les teindre et quelles sont les plantes qu'il faut prendre pour fabriquer des couleurs.
Alors donc tout ça c'est la parole. Alors mais on dira que c'est la parole du cordonnier, c'est la parole du forgeron, c'est la parole du maçon, c'est la parole de la potière, c'est la parole du tisserand. Ça veut dire que ce sont des leçons. Le réel traditionnaliste est une sorte de saint. Il ne ment pas, il ne fait pas de parti pris, il ne distingue pas ses enfants des enfants des autres. Eh bien, son plat, il n'invite pas à son plat, on s'invite, on vient, le plat est là, on entre, on mange, c'est ce qu'on appelle le repas du Dieu. Vous dites à un moment que l'exercice du métier de tisserand est le symbole de la parole. Oui, c'est le symbole de la parole parce qu'on dit que ce n'est pas seulement le symbole de la parole, c'est presque même le symbole de la création. Le tisserand a 33 outils. 33 outils. Or, lui-même, il se trouve enclavé dans 8 bois. Alors, il a un bois sous son ventre. Il a ses pieds posés sur 2 bois. Je parle du tisserand traditionnel. Et alors, il y a le fil de trame, le paquet du fil de trame qui est au loin. Cela est considéré comme l'avenir, demain. Alors, le fil de trame est considéré comme la vie qui s'écoule, mais sans consistance. Il y a le peigne, alors quand il lève le pied droit, le pied gauche s'abaisse. Alors il veut dire, dans la vie, la nomination de quelqu'un à une force correspond à la destitution d'un autre. D'obéir, d'obéir. Il y a un qui monte, l'autre qui descend. L'enrichissement de quelqu'un correspond à l'appauvrissement d'un autre. C'est le dualisme. Alors il y a le secret de la vie. Il y a la pirogue de la navette et il y a la bobine qui contient le fil. Et c'est ce fil-là qui sort. Et alors, il est à la main droite croit posséder la navette. Mais en réalité, il ne gardera pas parce qu'il faut qu'il lance à la main gauche. Pendant que la main droite est démunie, la main gauche croit qu'elle a gagné, mais elle ne gardera pas. Elle renverse. Alors pendant ce temps, le fil de la chaîne s'entremélange et crée la bande. Mais chaque création, le tisserand le replie pour le mettre sous son ventre. Alors donc, ça veut dire que la création est terminée. Quand la création est terminée, il faut qu'elle passe. Alors chaque jour, donc, une nouvelle création. Quand un pied s'élève, un pied se baisse, et ainsi de suite alors. Mais les 80
81 ou 88 personnes, je ne sais plus, dont vous avez gardé les témoignages, là, parce que vous en avez interrogé 1000, écouté 1000, et puis vous avez gardé, je crois, 88 d'entre eux. Ces 88 personnes sont tous des traditionalistes? Ah oui, sont tous des traditionalistes. Donc ou des exégètes du Coran. D'accord. Donc des gens qui ne mentent pas. Des gens qui ne mentent pas. Pourquoi est-ce que c'est au moment de la circoncision qu'il y a initiation, que l'initiation commence? Parce que jusqu'à ce que l'homme soit circoncis, il est considéré comme toujours couvert parce que son sexe se trouve couvert d'un petit chapeau. Alors c'est ce petit chapeau qu'on enlève et comme ça a la forme du bonnet phrygien. Alors, et que le circoncis porte un bonnet phrygien, ça veut dire son bas est monté à son haut. Donc il a atteint le savoir. Et il y a des choses qu'on lui apprend au cours de 3 mois de retraite de la circoncision. Et à l'âge de 21 ans, peuvent être circoncis avant 21 ans, mais l'âge normal, c'est 21 ans. Pourquoi? Parce qu'il faudrait 3 fois 7 ans. Alors, 21 ans, il a sa majorité. Mais ce n'est pas une majorité à la manière occidentale, parce que chez nous, tant que le père vit, le fils n'est pas majeur. Il reste éternellement mineur. Un mineur a 10 enfants, 15 enfants, mais il est mineur, tant que le père vit. Et alors, à 21 ans, on dit qu'il est apte, plutôt pas majeur, mais il est apte à recevoir les connaissances. Donc, il met 21 ans pour apprendre, 21 ans pour mûrir ce qu'il a appris, ce qui lui fait 42 ans, alors il a droit à la parole. Sinon, on la lui prête. Il ne la prendra pas en public. Mais à moins qu'il soit un enfant précoce. Alors on dit que quand la main de l'enfant est bien lavée, il peut malaxer la bouillie pour le vieux, c'est-à-dire il peut préparer la soupe de vieux. Il est 7 heures du matin. C'est la famille et les amis du jeune homme que l'on circoncis. Qu'il ait longue vie, lui souhaite-t-on, et qu'il soit valeureux. Et à 42 ans, il a droit à la parole. Il a droit à la parole et il est tenu d'enseigner obligatoirement pendant 21 ans, ce qui l'amène à 63 ans. Alors à 63 ans, traditionnellement, l'homme est fini. Toute prolongation de vie qu'il aura en plus, c'est comme un bénéfice. On ne peut plus lui obliger de faire quoi que ce soit. Même ce matin, mon fils est venu me dire, et je dois aller à Bamako, je viens de demander la permission. Quel âge a-t-il? Il a 47 ans. Il a 47 ans. Mais si vous aviez dit non, tu ne vas pas à Bamako, il ne partira pas. Il aurait été surpris peut-être. Hein? Il aurait été surpris peut-être un peu. Non, non, parce qu'en venant, il m'expliquera pourquoi il va. Et alors la saison et la conscience ne me permettra pas, je n'ai pas le droit d'exercer une fantaisie. Ouais. Quand je sais qu'il va pour une chose rentable pour la famille, pour lui, au contraire, je dois l'aider même à partir. Mais vous trouvez que c'est mieux, enfin que... mieux, je ne sais pas vraiment ce qui est mieux dans cette vie-là. Et dans l'autre? Et l'autre, d'abord, ça c'est un espoir. Ouais. L'espoir fait vivre.
N'hésite Si l'on en croit ce qui est porté sur mes actes d'état civil, je suis né à Bandiagara vers 1901. Mais les recoupements que j'ai effectués par la suite m'inclinent à penser que ma naissance se situe plutôt aux alentours de décembre 1899 et de janvier ou février 1900, puisqu'elle eut lieu au plus vif de la saison froide. Plus vraisemblablement au début de l'année 1900, puisque, paraît-il, je suis né l'année où le roi Agiboutal a effectué son voyage en France, lequel eut lieu en 1900. Tout laisse donc à penser que j'occupe une bonne place dans le peloton des fils aînés du siècle. Je suis un des fils aînés du siècle, c'est-à-dire je suis né en même temps que le siècle. Et alors mon siècle est un siècle à la fois troublant, exhortant. C'est un siècle de fin et de départ. En 1893, 2 ans avant la naissance de Amadou Hampâté-Bâ, le Mali, que l'on appelle alors le Soudan, devient colonie de l'Afrique occidentale française, sous la férule du colonel Archinard. C'est un pays chargé de l'histoire des empires qui s'y sont succédés, Malinké, Songhai, un empire qui s'étendait de l'Atlantique à Tombouctou. Amadou Hampâté-Bâ est un descendant des grandes familles Peul et tout couleurs qui se sont affrontés pour la domination de la boucle du Niger. Les Peuls sont un surprenant mélange. Fleuve blanc au pays des eaux noires, fleuve noir au pays des eaux blanches, c'est un peuple énigmatique que de capricieux tourbillons ont amené du soleil levant et répandu de l'est à l'ouest, presque partout. Le Peul, c'est le pasteur par excellence. Et on le trouve partout où on trouve l'herbe. Mais il est ennemi de la forêt parce que le bovin n'y vit pas. Il est ennemi du grand désert parce que le bovin n'y vit pas. Il est l'homme de la savane. Il est originaire de partout et habitant de nulle part. Je suis tout le temps en train de lutter. Est-ce que je suis blanc? Est-ce que je suis occidental? Est-ce que je suis Peul? Est-ce que je suis Bambara? Tellement ces trois ethnies se sont accaparées de moi. J'ai grandi parmi les Bambara. De tous les Peuls de chez moi, je suis le plus Bambara. Je connais toutes les initiations Bambara, contrairement aux enfants Peuls. Alors je connais toutes les initiations. J'ai été en France, j'ai eu des amis, des très bons amis, et j'ai eu affaire à l'administration. Je n'ai jamais eu la prétention de faire école. J'ai eu la prétention d'être moi-même d'abord et d'être sûr que je suis moi-même. Et là, je suis tout le temps en train de lutter avec moi-même. Puisque l'école française m'a quand même marqué. Dans ce temps-là, aller à l'école, c'était une chose horrible. Parce que d'abord, on considérait que le fait d'aller à l'école vous sort de votre tradition. Et on envoyait à l'école que les gens qui n'avaient pas vraiment de défenseurs. Amadou Hampâté-Bâ est né dans une famille puissante et respectée. Par sa naissance, il peut prétendre à l'exercice d'un pouvoir local et traditionnel qui s'opposerait à celui de l'administration coloniale. Il est donc de ceux qui doivent plus que tout autre passer par le moule de l'école française. L'école des Blancs va être pour lui une révélation, la découverte d'une autre culture, une culture écrite,
dans laquelle la mémoire se transmet par les livres. Dès lors, je pris chaque matin de bonne heure le chemin de l'école qui se trouvait environ à 2 kilomètres de la maison. Je portais en bandoulière un sac de toile contenant mes nouveaux trésors, mes cahiers, mes livres, mon ardoise, un beau porte-plume en bois blanc de France muni d'une plume sergent-major, des crayons, un crayon d'ardoise, 2 gommes, l'une à l'encre et l'autre à crayon, un buvard, une toupie garnie de sa ficelle, un petit couteau et un sachet préparé par Niellé et contenant quelques friandises, arachides, patates douces, pois de terre. Amkoulel, sur la route de l'école, ressemble à Pagnol. Par le classicisme de l'écriture, le porte-plume en bois blanc de France pourrait être celui d'Alain Fournier, la toupie celle d'un gamin de la guerre des boutons. Pour la première fois, un Africain fait un roman de son enfance, et cette écriture, née de l'école coloniale, profite de la formidable mémoire de la tradition orale. J'ai eu cette chance d'aller à l'école française. Puis il n'y avait pas des écoles à mon temps, le certificat d'études primaires, qu'on qualifiait certificat d'études primaires indigènes, était un des plus hauts diplômes qu'on pouvait acquérir. Et personnellement, je n'ai acquis que c'est le diplôme. Il disait qu'il faut toujours rendre hommage à ses maîtres, quels qu'ils soient, bien qu'ayant fait très peu d'études, puisqu'en fait, ses études se sont terminées 2 ans au-dessus de ce qu'on appelle le certificat d'études primaires. Hein. Bon. Mais dès les petites classes, on leur enseignait un français absolument parfait. On leur faisait lire des extraits, mais des grands auteurs classiques, Victor Hugo, Lamartine, Alfred de Vigny, etc. Et c'est tout ce qu'il a lu. Il ne lisait pas les romans, ça ne l'intéressait pas. La fiction ne l'intéressait pas. Quand il a lu plus tard, c'était des livres d'histoire, des livres de pensée, etc. Mais pour l'instant, l'enfant Amadou grandit dans la tradition africaine, au milieu des enfants de son âge, dont il devient officiellement le petit chef, comme il est d'usage ici, lorsque l'on est soi-même fils de chef. Ce sont des jeux, l'apprentissage d'une identité et la curiosité d'un enfant né au carrefour de l'histoire. Le mercredi après-midi, le jeudi toute la journée et le vendredi matin, pas d'école. Nous avions quartier libre. Seuls ou accompagnés d'autres petits camarades qui commençaient à se regrouper autour de nous, Daouda et moi en profitions pour nous livrer à nos expéditions habituelles, en brousse ou sur les rives du Yahamé. Cueillir des fruits sauvages, piéger de petits animaux ou pêcher des poissons que nous faisions rôtir sur place et dont nous nous régalions, et surtout rapporter de la terre à termitière que nous pétrissions au bord de la rivière et qui servait à façonner des jouets ou de petits personnages. Pour être complet, il ne nous manquait plus que d'être jumelés, comme le voulait la coutume, avec une association de jeunes filles de même catégorie d'âge que nous, et dont nous deviendrions, en quelque sorte, les chevaliers servants et les protecteurs étitrés, elles-mêmes devenant nos dames de cœur platoniques. Pour employer un terme utilisé par certains ethnologues français, elles seraient nos Valentines, et nous, leurs Valentins. Cette coutume, qui remonte à un passé lointain, existait à ma connaissance dans toute l'Afrique subsaharienne. Chaque garçon tenait en effet à avoir sa Valentine personnelle, si petite et si laide qu'elle puisse être, afin d'avoir quelqu'un à courtiser, à servir et à protéger, et dont il serait tenu pour personnellement responsable. Vous entendez le conteur, il vous emporte. Mais ça, c'est l'écriture. Mais quand Hampâté parle, c'est un homme merveilleux, il vous séduit. C'est un bon conteur. Hein? Il séduit. Il sait qu'il séduit. Et je crois que cela en ajoute quelque chose. Hampâté, je pense qu'il a puisé ça d'un peu partout en réalité. Hampâté s'est frotté à toutes les cultures. Et dans toutes ces cultures, il a su prendre ce qu'il y a de mieux. Et il a su transmettre ce qu'il y a de mieux. Son souffle de conteur, cette capacité extraordinaire à transmettre, vous vous en êtes rendu compte, même à travers l'écriture, il vous capte, il vous transporte. Je crois qu'Hampâté, c'est tout au long de sa formation, et il a
Il a fait toutes les écoles. Je dis bien toutes les écoles. Vous voyez ce jeune à l'école coranique. C'est tout un apprentissage. C'est toute une écoute. C'est tout un courage. C'est toute une force pour réciter. C'est toute une force pour se faire comprendre. Et comprendre aussi les autres. Vous êtes assis en tas, chacun chante et chacun veut qu'on l'entende. Et dans ce brouhaha, si je peux m'exprimer ainsi, chacun cherche sa voix. Chaque élève clamait sa leçon à tue-tête sans se soucier des autres, dans un vacarme indescriptible qui curieusement ne gênait personne. Vers 7 heures, si je savais bien mon texte, je prenais ma planchette et m'avançais vers Tierno. Il se tenait généralement dans le vestibule de sa demeure, plus rarement dans sa chambre. « Moody, lui disais-je, j'ai appris ma leçon. » Je m'accroupissais auprès de lui et récitais mon texte. S'il était satisfait, je pouvais aller laver ma planchette pour y inscrire de nouveaux versets dont il me donnait le modèle. Sinon, je conservais ma leçon de la veille et la révisais jusqu'au lendemain. Mais je prenais alors un jour de retard sur le délai dont je disposais pour terminer l'apprentissage du Coran. Délai qui était traditionnellement de 7 ans, 7 mois et 7 jours. Deux hommes vont marquer la vie de Amadou Hampâté-Bâ. Deux hommes de science et de spiritualité. L'un africain, l'autre français. Le premier, Thierno Bokar, est un sage soufi, un grand maître de l'islam. Le second, c'est le naturaliste Théodore Monod. Thierno Bokar est une haute figure de la spiritualité africaine et universelle, un homme de Dieu dont le rayonnement s'étend dans toute la province du Massina. À Bandiagara, dans la cour de sa maison, Thierno Bokar partage son temps entre l'enseignement et la prière. Il conduit ceux qui peuvent le suivre sur la voie de la méditation ésotérique pour déchiffrer le monde. Son enseignement, basé sur la tolérance et la reconnaissance de l'autre, prône la réconciliation des religions, la recherche de l'unité essentielle de l'homme. Théodore Monod, chercheur de l'homme autant que de l'âme, effectuera un pèlerinage sur sa tombe avec Hampâté-Bâ. أشهد أن لا إله إلا الله. Parce qu'Hampâté-Bâ était curieux de toutes choses et très ouvert à la connaissance qui l'entourait. Il n'était pas du tout renfermé dans sa doctrine à lui. Il est toujours resté un musulman pieux, bien entendu, c'est normal. Mais il savait qu'il y avait d'autres traditions que la sienne et il était curieux de les connaître. Et d'ailleurs, Thierno Bokar, son maître, disait aussi qu'il faut prendre contact avec les autres croyants dans d'autres domaines. C'est pas automatique chez les croyants d'accepter de prendre connaissance des traditions voisines. Nous avons fait ce pèlerinage à Bandiagara. C'était un homme très modeste, Thierno Bokar d'ailleurs. Il était tailleur brodeur finalement. De son métier, il faisait des habits pour les gens. On lui a proposé la carrière militaire, mais il a dit non, je préfère habiller les gens que les mettre à bord. Chaque soir, après un léger repas, Tierno présidait à la veillée. La veillée africaine réserve à ceux qui savent en jouir les joies les plus rares. C'est l'heure où, autour d'un maigre lumignon, la cellule familiale se reconstitue. L'étranger de passage, l'isolé en visite, y sont conviés et la conversation roule sur les sujets les plus divers. Jusqu'à l'heure où vient la somnolence, de belles histoires sont évoquées. De merveilleuses légendes s'ébauchent, tirées du néant ou des vieilles croyances. Chez Tierno, on racontait la plus belle histoire du monde,
celle de la création et du devenir de l'homme. L'enseignement que me prodiguait mon maître était un enseignement d'ordre religieux, mais en même temps sociologique et je dirais traditionnel, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant, qu'est-ce que doit être un enfant, qu'est-ce que doit être un homme, quel est le devoir de l'homme vis-à-vis de son pays et qu'est-ce que l'être humain lui-même. Il s'est beaucoup battu pour la valorisation des cultures africaines, pour leur prise en compte, le combat pour les langues nationales, le combat pour les traditions orales, le combat pour l'alphabétisation. Ça, nous devons beaucoup à Hampâté. C'est même surprenant, parce que dans certains milieux, quand on parle d'Hampâté, je vous l'ai dit, c'est le marabout, c'est l'arabisant, mais en fait, dans ses actions concrètes, vraiment, c'est le nègre, hein, c'est le soudanais, hein, c'est le peul, c'est le vieux peul qu'on sent, fortement. Les années d'enfance à Bandiagara s'achèvent. C'est le départ pour l'école de Djenné, une séparation qui atténue la curiosité de voir et de comprendre. Je n'ai plus de frères. Ma mère est au loin, je laisse derrière moi tous ceux qui ont veillé sur mon enfance, et je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je marche d'un bon pas sur la route. Je pars pour étudier et pour devenir un chef. À partir de cette période, Amadou Hampâté-Bâ ne cessera d'observer et de se souvenir. Héritier de la tradition orale des conteurs africains et des griots qu'il a vus défiler chez lui, il enregistre tout ce qu'il voit et le restituera avec une précision déconcertante quelques 50 années plus tard lorsqu'il écrira ses mémoires. Effectivement, sitôt le tournant franchi, nous vîmes apparaître, au-dessus d'une masse de verdure qui nous cachait encore la ville et le corps de la mosquée, les flèches des 3 tourelles pyramidales dont les flancs étaient hérissés de tiges de rognier artistiquement disposées et dont le rôle était d'assurer la solidité du matériau de construction. D'une délicate teinte ocrée, ces flèches se détachaient sur un ciel dégagé qui semblait avoir été lavé et bleui par la main même de Dieu. C'étaient les pinacles des 3 grandes tourelles de la grande mosquée de Djenné, la plus belle à l'époque de toute l'Afrique noire, depuis Khartoum l'oriental jusqu'à Conakry l'occidental. De son beau-père, c'est le deuxième époux de sa mère, venaient les plus grands conteurs, les plus grands musiciens, les plus grands savants en différents domaines, et l'enfant baignait là-dedans depuis son enfance. Donc il a recueilli des connaissances, et il dit jusqu'à 22 ans, j'ai tout recueilli dans ma mémoire. À 22 ans, il commence à écrire. Il n'a jamais cessé de récolter. Et un jour, quand il a commencé à écrire les articles, il était tellement plein de ses beautés, de ses richesses qu'il a bien fallu, il fallait qu'il les partage, il fallait qu'il les communique. Alors il y avait la loi de la transmission, mais il y avait chez lui en plus l'immense plaisir qui était visible quand on est en face de lui, de communiquer cette richesse. Alors c'était une jubilation, c'était une joie, on était émerveillés quand on entendait conter quelque chose. Là encore, son originalité a été, en plus d'être un conteur extraordinaire qui fait revivre les choses quand il vous les raconte, il a su les faire revivre de la même manière en les écrivant. Comment se fait-il qu'il ait une mémoire aussi précise des gens qu'il a rencontrés, des épisodes de voyage? Quand il raconte un voyage, ce grand voyage qu'il fait pour rejoindre son premier poste de petit fonctionnaire, alors il n'y a que 2 hypothèses possibles, ou bien il a une mémoire fabuleuse, ou bien il prenait des notes. Quelle est la technique matérielle pour enregistrer cette somme colossale de connaissances, de faits précis, des noms, des dates, des détails matériels de toutes sortes. C'est extraordinaire. Je n'ai pas de solution. C'est
c'est encore un autre phénomène que celui de la mémoire africaine et de la sienne en particulier, mais c'est la mémoire africaine en général. Quand il se trouve à un moment de sa vie, il n'a pas besoin de notes, il va le chercher à l'intérieur de lui-même et le moment est là en entier. Comme un film, il a souvent dit, mais c'est un film qui se déroule et je suis dedans. Et c'est pas un souvenir, c'est pas quelqu'un qui se souvient, il s'est passé ça. Il le revit, ça se déroule, et comme il le déroule et qu'il le vit, il le raconte. Et c'est pourquoi dans Amkoulel, quand il raconte les souvenirs de l'enfant, et quand vous avez, dans le style, vous avez la fraîcheur de l'enfance, parce que c'est pas le vieillard qui écrit, c'est l'enfant en lui. Nos pirogues accostèrent à l'est de la ville, dans le petit port d'El Ghazba. Il était un peu plus animé. Des femmes se lavaient au bord de la rivière, d'autres y nettoyaient leur linge ou leur vaisselle. Les enfants s'y baignaient. On y avait emmené des animaux pour boire, si bien que les braiements des ânes se mêlaient au hennissement des chevaux et au bêlement des moutons. Partout, on entendait fuser des éclats de rire. Chacun parlait fort et discutait sans trop s'occuper des enfants qui pleuraient. Sur la berge reposaient à sec de grandes pirogues en cours de construction ou de réparation, semblables à de grands crocodiles assoupis, en train de prendre l'air. Il a fait œuvre de chercheur avant de savoir ce que c'était qu'un chercheur. Il a fait œuvre d'historien avant de savoir ce que c'était que le travail d'historien. Je ne peux pas dire que je suis historien, je suis plutôt rapporteur de l'histoire. Un branlement sourd agitait la population, et pas seulement à Bandiagara. Chacun sentait que quelque chose n'allait pas au pays des Blancs. On redoutait le pire. Dans la nuit du 3 au 4 août 1914, les clairons du bataillon se mirent à trompeter, émettant des notes de mauvais augure. Quelques instants après, retentissait à son tour le grand tam-tam royal de guerre tout couleur, selon un rythme qui annonçait une grande calamité. Aussitôt, toutes les concessions retentirent de l'exclamation peule « Jam Jam », qui est censé repousser le malheur. Chacun tendait l'oreille, attendant un nouveau message codé qui définirait la nature du malheur annoncé. On n'attendit pas longtemps. Après le dernier des 7 grands coups de tam-tam donnés à quelques secondes d'intervalle, d'autres coups suivirent, plus saccadés et plus rapides, entrecoupés du tintement précipité des cylindres métalliques. C'était le signal sonore traditionnel annonçant entrer en guerre avec des étrangers. Aussitôt, de toute la ville monta une clameur. C'est la guerre, c'est la guerre. Les tirailleurs sont à l'honneur. Cette croix de guerre qu'ils reçoivent avec émotion, ils la porteront avec fierté leur vie durant, au Sénégal, au Soudan. Outre la mobilisation des hommes, la drôle de guerre se traduit en Afrique occidentale par la réquisition des vivres et des animaux. Les Peuls de Djenné cherchent à comprendre cette guerre des Blancs qui oppose les Français et les Allemands. À l'école française, on apprend aux enfants à détester les Boches, mais les rapports changent entre colonisateurs et colonisés. Chaque fois que vous êtes appelé, que vous avez un coup dur, en 14 comme en 40, nous étions auprès de vous. Nous sommes venus avec nos enfants, nos produits et tout, et nous sommes morts pour une cause que nous ne connaissons pas et qui ne nous regarde pas. Que voulez-vous qu'une guerre qui se passe en Europe troubler l'Afrique et à l'océan Atlantique entre nous? Non, mais nous sommes venus par reconnaissance. En novembre 1918, l'Afrique comme la métropole fêta la fin de la Grande Guerre mondiale et la victoire de la France et de ses alliés sur les armées du Kaiser. Quand les rescapés rentrèrent au foyer en 1918-1919, ils furent la cause d'un nouveau phénomène social qui ne fut pas sans conséquence sur l'évolution future des mentalités. Je veux parler de la chute du mythe de l'homme blanc en tant qu'être invincible et sans défaut. Jusque-là, en effet, le blanc avait été considéré comme un être à part. Sa puissance était écrasante, imparable, sa richesse inépuisable. Mais depuis, les soldats noirs avaient fait la guerre dans les tranchées, aux côtés de leurs camarades blancs. Ils avaient vu des héros, des hommes courageux, mais ils en avaient vu aussi pleurer, crier, avoir peur. Ils avaient découvert des contrefaits et des tarés, et même, chose impensable, à peine croyable, ils avaient vu dans les villes des blancs voleurs, des blancs pauvres, et même des blancs mendiants. Et j'ai vu le premier commandant de cercle civil de mon village s'installer, et j'ai vu le dernier partir.
Le colonisateur est venu avec l'idée de planter sa coutume, sa culture, ses traditions. Et or, on ne plante pas dans la jachère. Il a été obligé de défricher ce qu'il a trouvé là. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ce sont les coutumes. Qu'est-ce que le colonialisme? Le colonialisme, c'est ceci. C'est un plus fort qui vient, c'est un moins fort, mais qui est naturellement plus riche que le plus fort. Et alors, lui, il a des moyens d'exploiter les possessions du moins fort. Alors, il vient s'installer, je viens pour te civiliser, parce que ta manière de vivre n'est pas bonne. Le colonisateur, c'est celui qui dit que viens, je vaux mieux que toi, accepte que je vaux mieux que toi. Je veux que tu sois moi. N'apprends pas ta langue, n'apprends pas tes coutumes, tout ça c'est pas bon. Mais ce qui est à toi sera à moi, et ce qui est à moi je le garderai. Et toi je te ferai venir pour que tu sois moi, mais je n'accepterai pas que nous soyons égaux. Les Blancs étaient là, ils n'imaginaient même pas qu'il puisse exister un autre système. Il y avait même des légendes qui couraient sur leur origine. Et c'est à force d'être dans l'administration et après d'avoir vu, comme il dit, les trucs et les trocs de l'administration qu'il a commencé à comprendre le système commercial, d'exploitation, etc. Mais quand l'indépendance est venue et que, bien sûr, tout le monde criait après le colonialisme, il a toujours condamné le principe du colonialisme. Mais là encore, avec relativité, il disait, mais attention, il n'y a pas que les Français. Il y a eu le colonialisme de tous les temps. Il dit nous-mêmes, les tout couleurs, on a été conquérir d'autres... Il dit tout le monde à un moment donné a pratiqué le colonialisme. Il dit même les fourmis colonialisent les pucerons chez elles pour extraire leur lait ou je ne sais pas quoi. Mais cela dit, c'est une tendance que l'humanité doit dépasser si elle veut évoluer. Hein. Alors ça, il le condamne en tant que principe, mais en reconnaissant que ça a toujours existé et que l'humanité doit évoluer en abandonnant cette tendance à vouloir s'imposer aux autres. La vie est une succession de colonisations. On se colonise les uns les autres. Je suis colonialiste, fils de colonialiste, petit-fils de colonialiste. Mais malheureusement, un plus colonialiste est venu me coloniser. Voilà. Interprète, dis au commandant de regarder mon bras. Il n'est ni moins blanc ni moins bien fait que le sien. Qu'il regarde mon nez, il n'est pas moins droit que le sien. Je suis aussi blanc que lui. Si nous étions seuls, d'homme à homme, le commandant ne me dicterait pas sa volonté, car il n'est ni plus fort ni plus courageux que moi. S'il le veut, je l'invite à un duel personnel sur les dunes, et je suis sûr de le vaincre. Mais non, le seul avantage que le commandant a sur moi, et qui lui permet de me tourmenter avec ses « je veux ceci et je ne veux pas de cela », c'est que son pays est plus fort que le mien. En 1921, Hampâté-Bâ est nommé écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable. Écrivain, c'est-à-dire employé aux écritures. Il fréquente de près l'administration coloniale, les Blancs-Blancs et leurs auxiliaires, les Blancs-Noirs. Il prend conscience de l'importance des traditions pour la conservation de la société africaine, écartelée entre des courants qui éloignent les enfants de leur milieu originel. Il fréquente assidûment Tierno Bokar et les milieux soufis, ce qui inquiète l'administration française, qui le met sous surveillance. Théodore Monod, intéressé par son travail d'ethnologue, va lui permettre d'échapper à la vindicte des gouverneurs coloniaux. C'est Monod qui m'a ouvert la porte de la paix et de la sécurité sous la domination coloniale. J'ai demandé, j'ai obtenu son affectation à Dakar, au sein de l'Institut français d'Afrique noire. Il raconte ça souvent, et c'est là qu'il dit souvent que je lui ai sauvé la vie, mais je ne crois pas que ce soit exact. Je lui ai quand même facilité la vie. Amadou Hampâté-Bâ est beaucoup plus qu'un Soudanais instruit et cultivé. C'est un homme qui a une vie spirituelle et qui incarne de son mieux l'idéal pacifique et tolérant de son maître Tierno Bokar. Je souhaite qu'il parvienne à continuer à se garder des tentations et servitudes du monde des apparences pour demeurer le témoin des choses invisibles. Je souhaite aussi, bien entendu, qu'avec l'aide de son ami Daget, il achève sans trop tarder le tome 2 de l'histoire du Massina. À Dakar, le 10 octobre 1958, le directeur de l'Institut français d'Afrique noire, Théodore Monod. Amadou Hampâté-Bâ est désormais sur la voie de l'écriture.
Sa préoccupation première est toujours la transmission de la culture africaine, couchée par écrit, ce que les griots racontent et se transmettent de père en fils. À mi-chemin entre l'historien et le conteur, il publie l'histoire de l'Empire Peul du Massina, liée à sa propre histoire, puis les contes initiatiques Peul, Koumen et Kaïdara. Le secret qu'il a livré, c'est que il dit, mais quand j'écris, je pense en Peul. Et puis ensuite, je traduis en français. Alors là, il a su transposer, il a su traduire, mais comme c'est un poète Peul, qui déjà il baigne dans cette langue qui est une langue de poésie, d'images, d'humour, pleine de couleurs, et en plus, lui est un immense poète dans sa propre langue. Alors vous imaginez si c'est magnifique ce qui se passe dans sa tête. Et sa connaissance de la langue française fait qu'il arrive à faire passer ça dans la langue. C'est pourquoi il a dit, je n'écris pas, quand j'écris, c'est de la parole couchée sur le papier. À la Sorbonne, dans un amphithéâtre de la Faculté des Lettres, s'est déroulé le premier congrès des écrivains et artistes noirs, organisé sous l'égide de la revue Présence africaine. Monsieur Alioune Diop, animateur du congrès, ouvre les débats sur le thème général de la culture noire.